Coucou! Waouh, comme ça fait trop bizarre! Une vidéo YouTube de Céline Sleeve. Ça va faire 1 an, les amis, que je suis pas venue vous voir sous ce format-là. On change pas une équipe qui gagne. De toute façon, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez. Lui aussi, il continue de parler aussi de temps en temps. Bon bah voilà, on y est. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau bilan. Ouais, je sais, ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, je reviens avec vous sur le bilan des 9 ans post-sleeve, les amis. 9 ans post-sleeve. Je vous avais promis un bilan jusqu'aux 10 ans. On est à l'avant-dernier bilan, les amis. 9 ans post-sleeve et 2 ans post-bypass. On est plus sur 2 ans et demi à l'heure où j'enregistre. Et je reviens vers vous, comme chaque année, pour faire le point sur mon évolution. Alors, petit disclaimer avant tout, pour les habitués, vous savez, je ne suis qu'une patiente qui partage son expérience de la chirurgie maintenant sur YouTube depuis pas mal d'années. Je ne fais pas le compte, mais en gros depuis 2017. Et donc, je ne fais pas du tout de mon expérience une généralité. Je suis juste là pour vous partager mes ressentis. Je ne suis pas professionnelle de santé, je ne suis pas patiente dite experte non plus. Je suis juste là pour vous parler de mon évolution. Si vous avez les moindres questions, que vous envisagez cette intervention, que vous vous posez des questions sur la maladie, obésité, tout ça, la première chose que je vous invite à faire, c'est de vous référer à des professionnels de santé spécialisés dans l'obésité. Si vous êtes toujours dans le parcours de chirurgie, référez-vous toujours à l'équipe pluridisciplinaire qui vous suit avant tout. C'est à eux que vous devez poser vos questions et surtout faites attention à ce que vous entendez sur les réseaux, sur YouTube, etc. Même moi, comme je vous dis, c'est ma propre expérience. Chaque individu est unique, chaque expérience est unique. On a tous un parcours complètement différent avec ce type de chirurgie, des résultats différents aussi. Ne vous comparez pas et pour toutes les questions vraiment spécifiques à tout ça, toujours vous référer en priorité aux professionnels de santé. Ces choses dites, pour moi c'est quand même important de le rappeler parce que même si je ne fais pas de mon expérience une généralité, faites quand même attention à tout ce que vous voyez et ce que vous entendez. Voilà. Donc comme d'habitude, et désolé pour tous les gens qui ont l'habitude de regarder ces bilans, mais je suis obligée de refaire une présentation pour tous les nouveaux abonnés qui sont là, puisque suite à la diffusion des épisodes du podcast sur ma chaîne YouTube, vous êtes quand même quelques nouveaux arrivants, donc bienvenue à tous et merci. Et si vous tombez par hasard sur cette vidéo que vous propose l'algorithme de YouTube, ben voilà, c'est quand même un minimum de se présenter. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline Sleeve et je partage mon expérience de la chirurgie bariatrique depuis 2017 sur les réseaux. J'ai été opérée d'une sleeve gastrectomie en mars 2016 avec un poids de départ de 92 kg pour 1,58 m. Je précise, pour vous donner une petite référence, je vais vous donner mon IMC de l'époque qui était 36,5. Alors certes, même si l'IMC ne fait pas tout, loin de là, on est complètement d'accord, ça vous permet, vous, de pouvoir vous référer et voir à peu près au niveau de la morphologie, parce que 92 kg dit comme ça pour une chirurgie bariatrique, ça peut paraître peu, mais ça fait quand même beaucoup quand on fait 1,58 m. Voilà, donc je partais avec un IMC de 36,5 avec une comorbidité qui était le diabète. Suite à cette intervention de sleeve, j'ai perdu 37 kg pour arriver à un poids le plus bas à 1 an et demi post-sleeve de 54 kg, stabilisé à 55, donc arrivé à un IMC de 22, IMC dit normal après cette intervention. Poids que j'ai réussi à stabiliser pendant 3 ans jusqu'au fameux rebond pondéral. Vous savez qu'il y a toujours un rebond pondéral après ce type de chirurgie qui est à environ de 10%, et donc j'avais repris 3 kg et j'étais remontée à 59. Rebond pondéral associé aussi à une grossesse surprise, ce qui a fait qu'en 2019 j'ai repris du poids, et après cette grossesse il y a 10 kg que j'avais repris, que j'ai jamais tellement réussi à faire redescendre après l'accouchement. C'est en septembre 2022 que je n'ai pas eu d'autre choix que d'avoir recours à un bypass. Et là, je tiens à souligner que ce n'est pas en rapport avec les 10 kilos de ma grossesse que je n'avais pas réussi à perdre. J'ai dû avoir recours à un bypass suite à une complication de ma sleeve qui est une torsion de l'estomac. Alors pour tous ceux qui veulent comprendre la complication de la torsion de l'estomac suite à la sleeve, etc., je vous remets ici le bilan des 6 ans post-op où je vous parle de cette complication, de la découverte de la torsion de mon estomac, le pourquoi du comment. Je ne vais pas y revenir ici, il suffit de regarder cette vidéo. Et donc, là, maintenant, je reviens aujourd'hui à 2 ans, 2 ans et demi post-bypass pour faire le point avec vous et vous dire où j'en suis à l'heure actuelle. Du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet.
Combien tu fais en poids, Céline, à 2 ans et demi post-bypass? Bah écoutez, si vous avez regardé le bilan de l'année dernière, et je vous invite à le faire avant de regarder cette vidéo, puisqu'on est clairement dans la continuité de ce qui commençait un petit peu à se mettre en place déjà l'année dernière. Donc, premièrement, j'ai repris du poids. Alors l'année dernière, je ne sais pas si vous vous en rappelez, je vous avais dit que j'avais commencé à reprendre du poids, que après le bypass, mon poids le plus bas qui devait être à 9 mois, j'étais descendue à 54 kg, que j'avais stabilisé plus ou moins à 55, comme à l'époque de la sleeve d'ailleurs. C'est vraiment le poids où j'ai été le plus bas et ça n'a jamais tellement trop baissé par la suite, avec une stabilisation à 55. Sauf que l'année dernière, à l'époque où je vous avais fait cette vidéo, on était déjà un peu sur le mois d'avril-mai comme actuellement et j'avais repris 2 kilos. J'étais à 57 kilos lorsque je vous ai fait cette vidéo, pensant que c'était dû au contexte de vie un petit peu compliqué que j'amorçais à ce moment-là et qui a continué, pour ne rien vous cacher, les mois qui ont suivi, clairement qui n'ont pas aidé, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Alors je sais que dans la vidéo, je mets cette reprise de poids sur le compte du contexte compliqué de l'époque, en vous disant que j'étais très peu convaincue que c'était déjà le rebond pondéral qui se mettait en place après le bypass, alors que j'étais pas à 2 ans, sauf que si, je pense que clairement c'est le rebond pondéral aussi. Je ne crois pas que c'est que le contexte de vie compliqué de l'époque qui faisait que j'ai repris du poids, sachant que le bypass a été pour moi une chirurgie de seconde intention, une seconde chirurgie. Le corps connaît déjà tous les mécanismes, sait déjà bien se défendre par rapport à ce type de restriction alimentaire qu'induit la chirurgie. Et donc très vite, je pense, remet tout le processus en cours pour restocker et faire en sorte que votre poids remonte un peu. Ne l'oubliez pas, l'obésité est une maladie chronique, ce qui veut dire qui, je vous écoute, qui revient, voilà, et donc bah oui, rebond pondéral a commencé à se remettre en place à ce moment-là. Alors je dis pas qu'il n'y a que le rebond, comme je vous l'expliquais, il y a un contexte de vie qui était compliqué à l'époque, qui a continué à l'être dans les mois qui ont suivi, et j'ai continué à prendre du poids. Alors durant les vacances d'été de l'année dernière, j'étais déjà remontée à 58, et ensuite ça a continué tout doucement de monter, parce que j'ai beau avoir résolu les problèmes liés aux difficultés que j'affrontais à l'époque, bah, comme je vous en parlais un petit peu dans certains podcasts, tout ça, le corps met 2 ans, j'ai eu 2 ans compliqués, donc 2 ans à descendre, à pas aller bien, il va mettre autant de temps à remonter, même quand ça commence à s'apaiser. Et j'ai beau avoir un contexte de vie qui est quand même beaucoup plus calme depuis quelques mois, bah, ça n'a pas empêché que j'ai le contre-coup et que ça n'a pas forcément stoppé la prise de poids, malheureusement. Actuellement, j'ai repris 3 kilos de plus que l'année dernière et je fais un poids de 60 kilos. Et encore, je suis montée jusqu'à 61,6 kg, donc plus 6 kg par rapport à mon poids le plus bas que j'ai fait avec le bypass. Je ne vous cache pas que ça m'a quand même un peu miné. Et encore, ça, je vais revenir avec vous, pas tant que ça. Mais ce qui m'a fait un peu peur et ce qui n'est pas agréable, c'est de dépasser une dizaine. Alors là, on est clairement dans le psychologique, on ne parle que de chiffres, mais le fait de redépasser au-dessus d'une dizaine, en l'occurrence là, au-dessus des 60, waouh, j'ai fait mince quand même. Je fais quand même 1m58, donc là j'ai refait un poids plus haut que ma taille. Alors je suis toujours à un IMC dit normal, je suis à l'entour de 24. Au-dessus de 25, on est déjà en surpoids. Et je me dis, Céline fait... Voilà. Quand j'ai vu que j'avais passé ce palier-là des 60, même si je m'inquiétais pas outre mesure, comme je vous le disais l'année dernière dans mon bilan, je commençais un petit peu un travail d'apaisement par rapport à ça, surtout pas vouloir paniquer, surtout pas remettre des restrictions, retomber dans une obsession du poids. Je suis beaucoup moins obsédée par... mon image, à ce que je peux renvoyer. Au contraire, j'accorde beaucoup plus d'épanouissement à des choses qui me rendent vraiment heureuse et qui n'est plus forcément l'image que je renvoie, mais peut-être plus à des projets que je peux avoir, aux interactions sociales que je peux avoir dans mon quotidien, que ce soit ici sur les réseaux ou dans le cadre de mon travail ou aussi avec ma vie privée, en sortant avec des amis, tout ça. J'essaye de retrouver des interactions sociales qui fait que je suis moins engluée dans mon rapport à mon image, ce que je revois. Il y a moins d'obsession de ce que peut penser les gens de moi physiquement. Et ça, j'ai fait un très très gros travail là-dessus, ce qui fait que j'ai pris beaucoup de recul également sur cette reprise de poids qui finalement ne me mine pas plus que ça, mais attention quand même, dépasser le palier des 60 m'a fait quand même bizarre, je vous le cache pas. Et puis ça, je reviendrai avec vous sur le suivi que j'ai eu récemment. J'attendais effectivement d'avoir vu mon médecin nutritionniste avec mon suivi tous les ans pour faire le point ici avec vous. Bon, on en a un petit peu parlé, 6 kilos de plus en un an, c'est quand même, en sachant que j'en ai perdu que 15,
hein, soyons clairs, je n'ai perdu que 15 kilos avec le bypass. Le bypass n'étant pas dans le but de me faire perdre du poids, étant juste là pour réparer la torsion de l'estomac que j'avais avec la sleeve. Hein. Qu'on s'entende, hein. Je ne me suis pas fait opérer du bypass pour perdre du poids, mais il n'empêche que sur 15 kilos, en reprendre 6, au-delà des chiffres, bon, c'est quand même un tiers du poids qui est repris, donc attention. Et donc je reviendrai là un petit peu plus tard avec vous là-dessus. Mais en tout cas, d'un point de vue sérénité, je ne le vis pas si mal que ça. J'essaye de surtout pas de me culpabiliser. Avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, j'ai fait aussi comme j'ai pu. Beaucoup de fatigue liée au bypass, mais beaucoup de fatigue liée aussi au contexte, au stress que j'avais dans ma vie. Et on va dire que j'ai tenu psychologiquement comme je le pouvais, en continuant malgré tout, malgré le travail que je faisais déjà et dont je vous parlais dans le bilan de l'année dernière, au niveau des grignotages, tout ça, c'est vrai que je ne voulais jamais cacher. Je suis quelqu'un qui est sujette à la fameuse alimentation réconfort, qui ne sont pas des troubles du comportement alimentaire au final, parce que ça je vous le dis suite au dernier rendez-vous que j'ai eu, c'est simplement une mauvaise gestion de mes émotions, une mauvaise gestion du stress, de la frustration, et il faut que je travaille là-dessus. Il n'y a pas forcément un rapport malsain à l'alimentation. Quand j'ai mes grignotages, tout ça, je ne suis pas dans un mode compulsif. Vous le savez, on est tous sujets, hein. Sans parler du trouble de comportement alimentaire, l'alimentation est le premier antidépresseur. On a tous parfois eu des journées difficiles où on rentre à la maison, où se prendre un petit aliment qui nous fait plaisir, de manger un truc qui réconforte fait du bien. Le souci ces derniers mois, j'ai eu énormément de moments où ça allait pas super. Le contexte de vie faisant que j'avais pas forcément les moyens de décharger toute cette négativité autrement, et donc effectivement je me suis un petit peu réfugiée dans l'alimentation. Ces petites occasions fait que ça peut parfois refaire prendre du poids, et au-delà de ça, il n'y a pas seulement aussi ces grignotages. La reprise de poids ne s'explique pas aussi que par rapport à ça, ça s'explique aussi par tout le stress que j'ai engendré, et au-delà de l'alimentation, il faut savoir que le stress, même en ne mangeant pas, vous fait grossir à cause du fameux cortisol. Et tout le stress finalement que j'ai engendré en 2024 a engendré un terrain aussi propice à la reprise de poids, ce qui clairement n'a pas aidé. Je me rends compte qu'en fait, qu'à chaque fois que j'ai repris du poids, c'est à chaque fois qu'il y a des événements qui sont arrivés dans ma vie et que je n'ai pas pu contrôler. La sleeve, ça a été la grossesse surprise avec mon petit dernier, et puis je me rends compte que finalement, le bypass, ça a été aussi des événements que je ne contrôlais pas aussi à mon travail, où j'étais aussi beaucoup dans l'imprévu, où il y a eu quand même pas mal de changements, et à chaque fois qu'il y a des choses comme ça, des événements assez bouleversants dans ma vie, tout de suite, ça a un impact et une répercussion sur mon poids. Bon, bah c'est tout. Après, j'accueille les événements comme ils sont. J'ai fait ce que j'ai pu pour tenir psychologiquement. Si ça m'a permis d'éviter de sombrer dans une espèce de dépression ou même de burn-out, comme je l'expliquais dans mon podcast pour tous ceux qui ont écouté les épisodes concernés, bah finalement, il n'y a pas de regret à avoir. Voilà. Là-dessus, je culpabilise pas du tout. Par contre, je suis quand même objective et je me rends bien compte, encore une fois, que cette maladie qui est l'obésité, bah, il va falloir que je lutte. J'aime pas trop ce mot-là. Il va falloir que j'apprenne à conjuguer avec. Il est là le mot, pas lutter, mais conjuguer et accepter que, bah oui, il peut y avoir reprise. Tu peux pas avoir tant d'ascendant que ça sur ton corps, même si tu mets tous les traitements en place qu'il faut pour essayer d'enrayer le truc, quoi. Donc voilà, reprise de poids, 3 kilos de plus que par rapport à l'année dernière. Donc à l'heure actuelle où je vous parle, je fais 60 kilos. Et encore, au début du mois de mars, j'étais montée quand même à 61,6. J'ai réussi depuis à refaire un petit peu redescendre à 60 kilos, mais j'étais montée à 61,6, notamment à mon suivi lorsque j'ai revu mon médecin nutritionniste. Et donc là, on va en venir au suivi et au bilan sanguin. Donc à mon rendez-vous du 10 mars, tous les ans, je passe aussi une impédance-métrie. Et là, effectivement, on a vu, même si je le savais moi, qu'il y avait reprise de poids, qui n'est pas une reprise de masse musculaire. Grâce à l'impédance-métrie, vous savez, on peut voir masse grasse, masse musculaire, etc. Voir où finalement le poids a été pris. Et contrairement à ce que pouvaient me dire certains, parce que ceux qui me suivent sur les réseaux savent aussi que depuis l'année dernière, j'ai augmenté mon activité physique, pensaient peut-être que c'était dû à une hausse de la masse musculaire. Et ben non, l'impédance-métrie a confirmé que c'était bien de la masse grasse qui avait repris. J'ai dû reprendre sur les 6 kilos et quelques, en tout cas au moment du rendez-vous, que 500 grammes de masse maigre, donc de masse musculaire. Le reste, c'est de la masse grasse. Donc non, effectivement, ce n'est pas de la masse musculaire. Donc là, oui, compliqué. Forcément, avant ce rendez-vous, j'ai dû faire une analyse sanguine pour voir où j'en étais au niveau de mes carences. Alors, avant de venir plus précisément sur ce bilan sanguin, il faut savoir que
J'étais contente quand même d'avoir ce rendez-vous annuel parce que, comme l'année dernière, je suis toujours extrêmement fatiguée. Et même si je sais que le bypass fatigue un peu plus, j'ai réussi quand même avec cette année de plus à apprivoiser cette fatigue, mais il y a quand même une fatigue qui est latente et une fatigue, je dirais même anormale. Et là, je pense que vous le voyez même ici en retour caméra, je vois pas forcément, mais j'ai des cernes. Vous êtes certains à me dire que j'ai les traits tirés. Oui, il y a une fatigue qui est là et donc qui s'explique avec le bilan que j'ai fait. J'ai encore mon taux en fer qui est encore descendu. Et là, vraiment, au niveau de la ferritine, je suis en bas des taux. Alors, je ne suis pas anémiée, parce qu'il faut savoir que pour parler d'anémie en fer, il n'y a pas que le taux en fer ou le taux en ferritine à prendre en compte, il y a aussi tout ce qui est l'hémoglobine, tout ça. Il y a d'autres dosages à prendre en considération, et les autres dosages, bien qu'ils soient pas dans des taux super hauts, sont quand même dans la norme, ce qui fait que je ne suis pas anémiée en fer, mais ma ferritine est très basse, ce qui explique une grosse partie de ma fatigue. Dans ce bilan sanguin, ça a aussi révélé une baisse de la vitamine A. Ce pourquoi il est quand même toujours extrêmement important de faire des analyses sanguines tous les ans pour voir où vous en êtes, parce que même si vous avez l'impression de vous sentir en forme, le bypass a quand même une incidence sur votre bilan sanguin et c'est quand même important de faire le point tous les ans, et cela à vie, hein, et quelle que soit votre forme physique. Tout le reste est bon, mais il y a quand même une baisse générale de la plupart de mes taux qui sont un petit peu plus accentués au niveau de la ferritine et au niveau de la vitamine A que je dois faire surveiller également. Qu'est-ce que je prends en complément? En ce qui concerne les vitamines, je prends toujours la zinc Formivitalité, 2 gélules le matin, ça n'a pas changé. Je prends toujours aussi une ampoule de vitamine D qui m'est prescrite toutes les 2 mois. Et je prends également la vitamine B12 en ampoule 1 à 2 fois par semaine. D'un point de vue médicament, alors là on va venir par rapport au fer. Comme je le vous disais l'année dernière, il y avait déjà cette petite carence en ferritine qui s'est donc accentuée cette année. Et déjà l'année dernière, je vous disais que j'avais augmenté mon Fumafer, qui étaient les comprimés que je prenais pour la supplémentation en fer. J'avais même testé d'autres comprimés, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était de quel... il suffit de revoir ma vidéo des vitamines que vous voyez passer sur les réseaux sociaux, je ne me souviens plus du nom et qui ne m'avait pas convenu du tout, qui me donnait des troubles digestifs de dingue. Du coup, puisque je supportais quand même mieux le Fumafer, j'avais augmenté à 3 comprimés par jour. Malheureusement, peu après l'enregistrement de ce bilan que je vous ai publié, les 3 compléments par jour, j'en prenais 2 le matin et 1 le soir, ça me redonnait extrêmement mal au ventre avec des troubles digestifs du type ballonnement et diarrhée. Du coup, je me disais bon allez, j'en prends déjà 2, ça va suffire. J'ai pas continué à prendre ces 3 comprimés par jour. Tapez-moi, là du coup je regrette parce que du coup ça n'a pas aidé et ça a accentué la carence. Donc là avec le médecin nutritionniste on a changé pour un dernier complément en fer parce que avant le Fumafer je prenais du Thymopherol qui me convenait pas non plus. Là le Fumafer passé à 3 par jour ça me redonne des troubles digestifs qui sont pas faciles à vivre au quotidien. Donc là on est passé à Ascofer qui sont réputés pour normalement faire moins mal au ventre et je dois en prendre 6 gélules par jour au cours des repas, 2 le matin, 2 le midi, 2 le soir. Pourquoi au cours des repas? Parce que c'est peut-être mieux toléré d'un point de vue digestif si vous le prenez en même temps que vous mangez et qui sont censées être des gélules qui font un peu moins mal au ventre. Il m'a dit que après ça, si j'ai toujours des troubles quand même, il faudra penser à une perfusion en fer, en hospitalisation de jour parce que là quand même j'arrive à des taux qui peuvent être inquiétants. Et être tout le temps fatigué comme ça, je ne vous cache pas, à vivre au quotidien c'est quand même compliqué, ça vous rend irritable, vous sentez que vous n'êtes pas dans vos pleines capacités, bah, ça a forcément un impact sur votre quotidien, sur votre vie privée, sur votre vie professionnelle, sur vos compétences en général, qu'elles soient intellectuelles ou physiques, vous sentez qu'il y a quand même une fatigue. Bon, à un moment donné, ce sera à réfléchir. Donc là, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, et je vous ferai peut-être une petite update dans les mois à venir, je prends Ascofer, mais c'est pas encore super, on va pas dire que ça me fait pas mal. J'ai quand même toujours des ballonnements, même si je vous reparlais du transit, même si tout ce qui était diarrhée, tout ça, s'était fortement calmé, ça pourrait... Alors, je ne vais peut-être pas parler de diarrhée, mais je vais beaucoup plus à la selle, forcément, avec cette prise en plus de supplémentation en fer. Hein. Ça joue sur le transit, avec des ballonnements, des flatulences, des crampes intestinales pas agréables. Et puis,
Ça fait mal au ventre, hein. Donc bon, écoutez, pour l'instant, je continue. J'essaye d'habituer mon corps. J'espère qu'il va s'habituer à cette nouvelle gélule parce qu'après, on en vient à la perfusion. Alors, je sais que sur les réseaux, hein, vous êtes beaucoup à me dire, Céline, pourquoi tu ne te fais pas perfuser? Moi, j'ai été perfusée, ça m'a fait un bien de fou, tout ça. Écoutez, je sais pas. Mon médecin nutritionniste persiste à vouloir me supplémenter avec des gélules. Comme je vous disais, je ne suis pas anémiée en fer. Mon hémoglobine est bonne, tout ça. Et je pense que du fait de ces taux-là, c'est pour ça qu'il n'en est pas arrivé encore à la perfusion. Mais je ne vous cache pas quand même que j'ai pris rendez-vous. Et d'ailleurs, c'est en pensant à faire cette vidéo que j'ai pensé à prendre mon rendez-vous auprès de mon médecin généraliste qui a aussi reçu mes analyses sanguines pour voir avec elle ce que elle en pense, si elle peut peut-être appuyer aussi pour une perfusion parce que je vous cache pas que là je suis dans un état de fatigue quand même, enfin je m'en sors pas et que j'ai envie de trouver une solution rapide et pas attendre encore 2, 3, 4 mois avant que ça n'aille mieux quoi, avec des crampes intestinales comme je peux avoir avec la supplémentation, avec les gélules. Écoutez, à voir ça, je vous tiendrai au courant. J'ai rendez-vous avec elle la semaine prochaine. Je profite d'être en vacances pour pouvoir prendre rendez-vous chez la généraliste et je vous cache pas que d'ailleurs je vais faire un check-up complet parce que bah voilà, je vais avoir 43 ans et j'ai envie, je vais en profiter pour faire un check-up complet, lui demander une lettre pour voir un pneumologue et aussi un cardiologue. Là ça je reviendrai avec vous parce que je vous parlais aussi que cette fatigue joue sous mes compétences physiques et je le vois notamment avec mon sport que j'ai un petit peu accentué aussi ces derniers mois où je sens que je suis pas en pleine capacité et que cette fatigue me limite, que je pourrais en faire plus, que j'éprouve moins de plaisir à faire de l'activité à cause je sens que je suis plus vite fatiguée, peut-être plus vite essoufflée aussi. Donc je vais demander une lettre aussi à ma généraliste et lui demander ce qu'elle pense par rapport au fer, de l'utilité d'une perfusion pour essayer d'aller mieux, en tout cas de manière plus immédiate qu'avec la prise de supplémentation, puisque mon médecin nutritionniste pour l'instant persiste sur cette voie-là. Voilà. Donc là, c'était une grosse partie sur le fer. Je suis désolée, c'est peut-être un peu long, mais c'est vraiment un des gros points noirs que j'ai cette année. Par rapport au bypass, l'inconvénient le plus grand est cette fatigue liée à cette carence en fer. C'est le plus gros inconvénient que j'ai avec le bypass, même à 2 ans et demi post-op. Donc surveillez-vous bien à ce niveau-là. Faites vraiment un bilan sanguin et un suivi régulier tous les ans. Ça a quand même un impact qui n'est pas négligeable sur votre santé et c'est quand même important de vous sentir bien. Il y a beau avoir une perte de poids, même si vous vous sentez mieux avec la perte de poids, ça ne fait pas tout pour le mental. Il faut aussi que vous ayez l'énergie pour pouvoir faire vos tâches au quotidien, quoi. L'année dernière, je vous parlais aussi d'une supplémentation en protéines. Je ne l'ai pas continuée. La supplémentation en protéines, je ne l'ai pas continuée parce que je trouve ça trop contraignant. Alors, je vous avais montré un pot Fortiline qui est, en tout cas selon mon médecin nutritionniste, et pour le coup je lui fais confiance, les meilleures protéines pour tout ce qui est chirurgie bariatrique en supplémentation. C'est une poudre qui se dilue bien, je trouve qu'elle n'a pas trop de goût, mais le fait que ce soit en pot, j'ai trouvé ça relativement contraignant, donc non, je ne l'ai pas pris très longtemps. Il y a même, je crois, pas loin de la moitié du pot qui a dû partir à la poubelle parce que c'était périmé du coup. Je crois que vous devez consommer le pot dans le mois. J'ai pas du tout réussi à le faire. Donc c'est problématique. Si ça existait sous forme de sachet, je sais qu'à un moment donné ça existait sous forme de sachet, je pense que ça aurait été plus facile pour moi à prendre. Il n'y a pas à prendre la petite cuillère à doser. On prend le sachet, on le met dans une soupe, dans un, je sais pas, dans un yaourt. Peut-être que ça aurait été plus simple. Mais le fait que ce soit sous forme de pot, c'est compliqué. Les pharmacies ne l'ont pas toujours. Il faut le commander, etc. C'est contraignant. Je sais que ça, c'est pas bien non plus. Parce que clairement, j'ai une masse musculaire qui fond comme peau de chagrin. C'est pas bon non plus. Je vous parle en toute transparence, hein. Je ne suis pas, pour le coup, la patiente parfaite, etc. Non, il y a aussi une baisse au niveau des protéines. Alors, j'essaye de m'apporter plus de protéines dans mon alimentation, avec les aliments que je mange, mais je pense que ça suffit pas avec le bypass. Il faut réellement que je réintroduise des protéines, mais ça, c'est contraignant à mettre en place plus que de prendre des gélules, quoi. Donc à voir, je vous tiendrai au courant. Donc ça m'en a été prescrit aussi. Là, le médecin nutritionniste faisait un peu la grimace. Oui, il faudrait que j'en reprenne. Oui, je sais que vous êtes quelques-unes à m'avoir conseillé à prendre des protéines, surtout avec le sport que je fais. On est complètement d'accord. Encore une fois, vous avez raison. Ne me blâmez pas. C'est juste qu'à mettre en place, j'ai du mal. Mais je préfère être transparente, hein. J'ai pas envie de vous dire oui, je prends des protéines alors que c'est pas vrai. Non, non, c'est aussi pour vous prouver que oui, vous aussi, vous n'êtes peut-être pas parfait, peut-être que vous prenez pas tout. C'est humain, d'accord? C'est humain. Et enfin, dernier médicament que je continue à prendre et qui continue à m'être prescrit, c'est l'Inexium, le protecteur gastrique. Oui,
Même après un bypass, je continue à prendre un protecteur gastrique. Alors certes, avec l'intervention du bypass, clairement ça a résolu pas mal de problèmes par rapport à tout ce qui est les reflux avec la sleeve et surtout la torsion de l'estomac que j'avais, même si ça a mis du temps à se mettre en place. Comme je vous le disais déjà dans mon bilan, ça s'est pas ressenti tout de suite. Je n'ai pas ressenti les effets d'avoir moins de reflux avec le bypass immédiatement après avoir eu l'intervention. Non, ça a mis bien 6 mois à se mettre en place. Ça, je vous le disais déjà. L'année dernière, j'avais besoin de beaucoup moins en prendre. Je pensais que du coup c'était réglé et non, ça revient. Je continue quand même de temps en temps d'avoir des reflux. Alors, c'est nettement moins qu'avant. Je vais vous dire que j'en ressens les effets, donc la fameuse brûlure dans l'œsophage. Je n'en ressens les effets qu'à peu près une fois par semaine, pour vous donner un ordre d'idée. Ça n'a pas complètement réglé le problème, c'est quand même toujours un peu là. Et là, pour tout ce qui est problème de reflux, etc., si vous posez pas mal de questions par rapport à ça, je ne peux que vous inviter à écouter le dernier épisode du podcast que j'ai enregistré avec le docteur Guillaume Pourchet. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas, je vous mets le lien ici parce qu'elle est aussi disponible sur YouTube. Il vous parle, le docteur Pourchet, des reflux, notamment sleeve, bypass, etc. Parce que beaucoup de gens pensent qu'il y a plus de reflux avec la sleeve, etc. C'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Allez écouter l'épisode avec le docteur Pourchet qui vous explique vraiment que les problèmes de reflux sont finalement beaucoup plus liés à sa manière de faire, à sa manière de manger et de boire dans notre quotidien que plus finalement le mécanisme de chaque chirurgie. Et d'ailleurs, le bypass n'empêche pas d'avoir des reflux puisque même moi qui ai eu un bypass, comme je vous disais, je continue à avoir des reflux et j'ai toujours des protecteurs gastriques et au-delà de ça, d'ailleurs le docteur Pourchet le disait aussi, il le dit dans cet épisode-là, le fait qu'il y ait une dérivation de l'intestin directement sur l'estomac avec le bypass, autant l'estomac est habitué à cette acidité, autant l'intestin, lui, n'est pas habitué à avoir autant d'acidité et ça peut créer des ulcères avec le bypass. D'où l'importance de continuer à avoir quand même des protecteurs gastriques, même quand on a un bypass et même quand on ne ressent pas forcément les effets des reflux. Donc voilà pour tout ce qui est supplémentation que je continue à prendre toujours à l'heure actuelle. Ça, malgré les petits changements dont je vous parle, l'année prochaine, je sais toujours que j'aurai toujours une ordonnance avec une supplémentation en vitamines à prendre, avec des médicaments, etc. Parce que oui, quand on est opéré d'un bypass, ces supplémentations, elles sont à prendre à vie. Donc l'année prochaine, j'aurai sans doute toujours cette ordonnance avec ces médicaments à prendre. C'est obligatoire après un bypass, c'est nécessaire et capital. Autant que l'est d'ailleurs le suivi. Donc là, on va revenir à mon rendez-vous par rapport au suivi que j'ai eu auprès de mon médecin nutritionniste et que j'ai tous les ans. Ce rendez-vous m'a un petit peu retourné parce qu'une fois de plus, voilà, tant qu'il y a une perte de poids, tant que les résultats sont bons, tant qu'on est stabilisé et que tout va bien, on sort toujours plutôt content de ce type de suivi, tout ça. Là, je vous avoue qu'avec la reprise de poids, avec les carences, ce rendez-vous-là m'a un petit peu retourné parce que ça m'a rappelé aussi que l'obésité, comme je vous disais, est une maladie et que j'étais un petit peu déçue de devoir relutter avec ça si tôt finalement après le bypass, que finalement je serais reconfrontée à la maladie, on va dire ça comme ça, si vite à 2 ans et demi post-bypass, ce qui finalement pour le docteur est un délai relativement normal. Ça y est, la lune de miel avec le bypass, surtout en chirurgie de seconde intention, c'est fini. On recomprend très vite qu'on n'en a pas fini avec cette obésité qui est toujours là, insidieuse et qui cherche quand même à reprendre du terrain, quoi. Donc forcément, une grande partie de ce rendez-vous a été axée, je ne vais pas y revenir sur la problématique de mon fer, a été axée aussi du coup sur cette reprise de poids, qui s'explique déjà d'une part effectivement, comme le disait le médecin, du fait de tout simplement la maladie obésité, voilà, qui s'explique aussi de par un contexte de vie pas top ces derniers mois, une grosse fatigue générale, mais il a aussi constaté durant ce bilan sanguin qu'il ne m'avait pas demandé la glycémie, l'importance de l'historique aussi par rapport à cette maladie. On est revenu un petit peu sur tout ce qui était avant sleeve, et effectivement avant sleeve j'avais du diabète, j'ai fait aussi du diabète gestationnel lorsque j'étais enceinte de mes filles, il y a des antécédents de diabète aussi dans ma famille, et il me dit mais on n'a jamais fait tel ou tel test, enfin tel ou tel dosage, notamment au niveau de mon insuline. Donc à ce rendez-vous-là, il m'a demandé de repasser une autre prise de sang assez rapidement pour faire des examens complémentaires par rapport à ma glycémie et mon insuline, voir si à ce niveau-là il n'y avait pas un problème et qui ferait poser la question notamment d'un traitement en lien avec ces problèmes d'insuline qui seraient les fameux analogues du GLP-1 peut-être à mettre en place dans mon cas.
Autant vous dire que je suis tombée des nues. Ce qui explique que la vidéo que je vous ai filmée à la sortie de ce rendez-vous et que je vous mets tout de suite. Je sors de mon rendez-vous avec mon médecin nutritionniste qui me suit pour la chirurgie depuis la sleeve. Sur son impédance mètre, je fais 61 kg. Après le bypass, je suis descendue à 55. Il y a un an, je faisais 55 kg. J'ai pris plus de 6 kg en l'espace d'un an. Certes, l'année a été compliquée, mais il m'a dit des choses aujourd'hui qui fait que ça n'explique pas tout aussi, qui m'a fait aussi pas mal déculpabiliser et qui m'a fait surtout prendre conscience. On a beau le dire, hein, on a beau l'entendre, j'essaie de vous le partager, j'essaie de vous expliquer dans les podcasts et tout, avec le docteur Pourchet, tout ça. L'obésité est une maladie. Et c'est une maladie chronique qui revient. Et en ce qui me concerne, c'est toujours un bon résultat, mais ça revient. Voilà. Et c'est dur. J'ai des examens complémentaires, notamment à faire au niveau de l'insuline, parce que j'ai des comportements avec le bypass qui sont pas logiques. Notamment une impétence pour le sucre, une attirance pour le sucre qui n'est pas juste des compulsions alimentaires, qui est réellement un besoin de sucre et qui prouve que peut-être mon insuline déconne. Il faut savoir que je faisais déjà du diabète avant de me faire opérer de la sleeve, ce qui confirmerait que ça revient aussi, quoi. J'ai fait une prise de sang, mais la glycémie n'était pas inclue dedans, là. Et là, j'ai une prise de sang à faire un peu plus poussée au niveau de la glycémie, de mon insuline. Au niveau du fer aussi, c'est pas le top. J'ai beau prendre un traitement, ça augmente pas. On dit que vous soyez fatigué, c'est normal. Et on essaye un autre traitement, sinon on passe aux transfusions sanguines en hôpital de jour. Aux perfusions en fait, pas aux transfusions, aux perfusions de fer. Je suis un peu abattue. Et je vous partage un petit peu cette vidéo à chaud parce que je me suis mise à pleurer devant le médecin, je sais même pas pourquoi, quoi, mais le fait de se dire que finalement c'est une maladie, on la combat tout le temps, quoi. Alors oui, c'est une maladie chronique, on déculpabilise, mais on se dit qu'on s'en sort jamais, en fait. De voir que t'as beau faire des efforts, t'as beau faire de l'exercice physique, faire attention à ce que tu manges, prendre tes compléments, tout faire comme il faut, non. Ça remonte. Tu te bats continuellement sur ça. Je suis désolée parce que je crois que... Je sais même pas si vous m'avez déjà vu dans cet état. Et je devrais peut-être pas me filmer dans cet état, mais la chirurgie, la vraie chirurgie, c'est ça. La réalité, elle est là. C'est que c'est une maladie. Et que vous avez beau tout faire comme il faut, Bon, certes, heureusement... on en apprend de plus en plus, comme il dit, il y a des traitements, il m'a même parlé des injections. J'en suis pas encore là, mais il est convaincu qu'un jour, je serai obligée d'en arriver là. Voilà, désolée, je vais être obligée de partir. Je suis sur le parking, mes enfants m'attendent, ma famille. Mais je crois que parfois, il est important de vous livrer aussi les sensations à chaud, parce que comme ça, j'ai l'air forte, je partage des choses, vous voyez que je suis la bonne élève, etc. Mais j'ai aussi mes moments de faiblesse et... Putain, fait chier, quoi, plus 6 kilos. Je vous l'ai dit, je vous cacherai jamais rien sur mon évolution avec ce type de chirurgie. Tout n'est pas dû à une mauvaise gestion des émotions, si j'ai bien compris. Donc ça, je déculpabilise, mais du coup, ça fait peur, quoi. Enfin voilà, bon allez, j'y vais. Donc voilà, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je suis pas mal retournée. D'être confrontée si rapidement à une reprise de poids qui est quand même un tiers du poids que j'ai perdu avec le bypass, ça fait bizarre. Le fait d'y être vraiment confrontée et d'en parler médicalement, c'est bien beau de le voir, de s'en rendre compte, d'essayer de prendre du recul. Quand vous prenez réellement les choses en main avec les médecins, c'est pas pareil, ça devient concret. Donc il y a eu un temps pour l'accepter. J'ai recadré pas mal les choses d'un point de vue alimentaire suite à ce rendez-vous. Parce que quand j'ai entendu que quoi qu'il arrive, un jour, je n'aurais pas d'autre choix peut-être que de devoir en passer par les analogues du GLP-1,
J'ai eu très peur. Alors pas que je suis contre ces médicaments-là, hein, pas du tout. Je pense que vraiment certains patients n'ont pas d'autre choix que d'en passer par ces médicaments pour perdre du poids. Je pense que ça aide. Encore une fois, se pose de questions de vraiment la place à prendre de ces médicaments-là, mais j'y pense pas qu'il faut tout de suite les diaboliser. Comme la chirurgie bariatrique, ça reste un traitement qui soigne une maladie qui est l'obésité. En complément de la chirurgie bariatrique. Attention, hein, et là encore, je vous invite une fois de plus à écouter l'épisode avec le docteur Guillaume Pourchet. Ces médicaments ne remplacent pas les chirurgies, mais ils ont quand même leur place dans le traitement de l'obésité. Donc oui, c'est important d'apprendre à les connaître, de faire très attention et de forcément avoir un suivi parce que les effets secondaires sont franchement pas top. Donc moi, je vous avoue, ça m'a fait un peu peur aussi quand j'ai entendu ça. Là, effectivement, à ce rendez-vous-là, j'ai pris conscience que, encore une fois, même si je l'ai, je vous en parle depuis le début, encore une fois, une petite claque. Ouais, ok, c'est une maladie, Céline. Il va falloir que tu conjugues avec à vie, quoi. T'as pas le choix. C'est comme ça. Tu es malade. En fait, c'est vraiment ça, tu es malade. Bah, ça m'a fait peur, hein. Oui, ça m'a fait peur. Et donc, pour tout de suite vous rassurer, il n'est pas pour l'instant question que je prenne ce type de médicament parce que, vous vous doutez bien, quand j'ai entendu ça, 2 jours après, je suis filée à faire ma prise de sang à jeun pour voir tous les taux au niveau glycémie, insuline et tout. Et non, il s'avère que j'ai des taux qui sont bons par rapport à ça et qu'il n'y a pas besoin, en tout cas dans l'immédiat, ce serait pas un problème de résistance à l'insuline, même si il y a un début. Les dosages qui m'ont été prescrits montrent quand même, en tout cas de ce que j'en lis dans les résultats, qu'il commence à avoir une petite résistance, ce qui est complètement normal quand on a fait beaucoup de yo-yo dans sa vie avec les régimes, etc. Et que quand il y a des antécédents de diabète, finalement. Mais que mes taux étaient bons. D'ailleurs, le docteur m'est revenu en mail, il m'a dit non, vos taux sont bons, pas de problème à ce niveau-là. Donc, la question des analogues du GLP-1 ne se pose pas, en tout cas pas encore dans mon cas. Mais c'est vrai que ça m'a fait peur. Enfin, j'avais peur, ça n'aurait pas été grave non plus. Enfin voilà, il n'y avait pas mort d'homme. Mais il aurait été possible que je vous revienne dans ce bilan en vous disant que dans mon parcours, j'allais devoir intégrer les analogues du GLP-1 parce que même si c'est que 6 kilos, une reprise rapide de poids qui fait qu'il faut quand même faire attention et il aurait peut-être fallu mettre ça en place. Alors même si ces médicaments ne sont pas mis en place dans mon cas, il n'empêche qu'il faut que je fasse extrêmement attention. Là, j'ai encore rendez-vous l'année prochaine, mais en gros, si je continue à prendre du poids, il faut que j'appelle mon médecin nutritionniste tout de suite pour comprendre ce qui se passe. Voilà, même si ça reste encore, voilà, vous le voyez, voilà, même si ma chirurgie reste encore à l'heure actuelle une réussite, qu'il n'y a pas de rechute, qu'il n'y a pas d'échec. À l'heure actuelle où je vous parle, je fais toujours quand même 32 kilos de moins que ce que je faisais avant la sleeve. Voilà, on est encore à 9 ans post-sleeve sur une chirurgie qui est une réussite avec un réel changement de vie au quotidien. Mais il faut quand même faire très attention. Et finalement, je suis à l'abri de rien. Raison de plus pour être encore plus vigilante sur les règles d'hygiène et diététique parce que ça peut très très vite remonter. Donc là, oui, il y a un suivi un petit peu plus rapproché de mon cas parce que on sent que l'aiguille bouge et de quel côté elle va aller en fait, hein, vous voyez. Et puis ce rendez-vous-là, comme je vous le disais, j'ai fait tout ce qui m'a été demandé. J'ai été faire cette fameuse prise de sang qui finalement est rassurante, d'un point de vue glycémie, j'entends. J'ai changé mon fer pour les nouvelles gélules de l'Ascofer que je prends vraiment là, les 6 gélules. Là, je suis extrêmement disciplinée à ce niveau-là parce que je sens bien que niveau fer, je ressens vraiment les conséquences physiques de cette baisse. Et j'ai aussi essayé de travailler sur mon alimentation. Ce qui me permet de vous dire qu'à l'heure actuelle, je fais que 60 kg et que j'ai perdu 1,5 kg finalement depuis début mars, en essayant de refaire attention, notamment éviter les grignotages. Pour l'instant, je suis vraiment là-dessus. Éviter les grignotages, essayer de manger un petit peu plus au repas, privilégier les aliments à indice glycémique bas pour pouvoir que ça tienne plus longtemps et que j'ai moins ces fringales. Je vais vous dire d'ailleurs ce que j'ai fait pour changer un petit peu tout ça et ce que j'ai changé vraiment concrètement dans mon quotidien pour éviter de tomber dans le grignotage et me faire ces petits plaisirs en fait, de les remplacer autrement. C'est ça le truc. Et d'ailleurs ça me permet de faire cette transition sur la quantité et le confort alimentaire qui n'a absolument pas changé par rapport à l'année dernière. L'année dernière je vous disais que mes quantités avaient un petit peu augmenté
augmenté par rapport au début, les premiers mois post-bypass, ça n'a pas augmenté depuis. J'ai toujours finalement des quantités assez raisonnables, qui restent des petites quantités, mais le confort alimentaire est quand même toujours là et nettement plus agréable que ça ne l'était avec la sleeve, qui encore une fois, j'étais pas objectif puisqu'il y avait une torsion de l'estomac qui était sans doute là depuis très très longtemps avec la sleeve gastrectomie. Donc ça ne veut pas dire que tous les gens slivés ont un confort alimentaire qui est moindre que le bypass. Je dis simplement que moi, dans l'état, j'ai un confort alimentaire beaucoup plus agréable quand même avec le bypass qu'avec la sleeve. Donc ça, par rapport à l'année dernière, ça n'a pas changé. Il y a toujours cette fatigue postprandiale, donc après les repas. On sent quand même qu'avec le bypass, du fait probablement de la déviation avec l'intestin, c'est quand même beaucoup plus difficile de digérer. Donc je sais pertinemment qu'une fois que j'ai mangé, je peux avoir un petit coup de moins bien pendant 20 minutes, une demi-heure. Ça n'a pas changé non plus, mais on va dire que je le sais et que j'ai pas réduit mes quantités parce que l'année dernière, je crois que je vous disais que du coup, j'appréhendais de manger, du coup, je mangeais moins pour éviter d'avoir ces coups de pompe. Là, non, j'essaye de manger correctement, à ma satiété. Par contre, je mange plus lentement. Voilà. L'année dernière, je pense que du fait du confort alimentaire, que ça passait bien, je mangeais aussi trop vite, notamment à mon travail. Maintenant, je mange plus lentement. Donc, forcément, j'ai moins les effets de la fatigue parce que je prends plus le temps de mâcher, je prends plus le temps d'écouter mes sensations alimentaires et du coup, la fatigue liée à la prise de repas est beaucoup plus gérable. Donc ça, c'est pareil, ça s'apprivoise. J'ai mis du temps à apprivoiser ça. Alors après, le fait aussi que le contexte de vie dans lequel je suis actuellement, il y a des choses qui se sont nettement améliorées. J'ai aussi baissé mon temps de travail. Il y a moins de stress. Donc forcément, qui dit moins de stress, tout ça, dit que ça joue aussi sur la prise alimentaire et il y a moins de fatigue. Ça, par rapport à l'année dernière, c'est un point positif, ça s'est amélioré. Il y a aussi une chose que j'ai mis en place. Jusqu'à présent, c'était mon mari qui faisait les courses. Même si je participais à la liste de ce qu'il fallait acheter, tout ça, c'est quand même lui qui était prédisposé aux courses. On se partage les tâches du quotidien, chacun a un petit peu ses domaines et lui aimant bien gérer les courses, c'était lui effectivement qui gérait l'alimentation de la famille. Avec ses avantages, mais aussi ses inconvénients, on avait tendance un petit peu à manger un peu les mêmes choses. Et moi, parfois, pour éviter d'avoir cette charge mentale-là en plus, je le laissais faire, même si c'était des repas qui ne me convenaient pas forcément. On faisait toujours un petit peu la même chose parce que on n'avait pas d'idée. Et j'ai dit à mon mari, moi j'en ai marre de toujours manger les mêmes choses. Je pense qu'il faut qu'on diversifie quand même notre alimentation. C'est pas facile de trouver des idées, de changer tout ça. Ça prend du temps aussi de faire des plannings. Donc j'ai décidé de tester HelloFresh. Surtout que j'avais une de mes collègues à mon travail qui m'en parlait. Je voyais les petits plats qu'elle se préparait. J'ai dit tiens, je vais tester HelloFresh. Alors je sais que c'est un budget. Mais je m'étais dit, pourquoi pas, on essaye et on voit. Et donc, depuis un mois, du coup, je teste HelloFresh pour pouvoir avoir des repas aussi un petit peu plus ludiques, un petit peu plus diversifiés aussi dans notre quotidien. Et cuisiner aussi un petit peu plus, cuisiner aussi avec mes enfants. Et aussi libérer un peu Olivier et moi, de cette charge mentale de savoir qu'est-ce qu'on mange. Là, on se fait livrer une box à raison de 3 repas par semaine. Et écoutez, pour l'instant, j'en suis plutôt contente. D'ailleurs, il me semble que je m'étais filmée à la première box que j'avais commandée. Je déballe avec vous ma première box. Sachant que moi, je ne mange pas beaucoup, puisque opérée, bypass. Que Jules n'a que 5 ans, qui ne mange pas encore des proportions super. Je n'ai pris que 3 repas pour 4 personnes, alors que nous sommes 5. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. De toute manière, je sais que j'ai les moyens de changer si besoin. On verra. Mais là, du coup, je déballe avec vous ma première box. Je vous ai mis de côté. Hop, je vais peut-être vous descendre un peu. Bon, finalement, je vous prends là. Je déballe avec vous. Alors, je pense que vous avez un sachet par repas. Donc, il y a des choses à mettre au frais. Donc, je ne vais pas tarder à les mettre au frais. Et vous devez avoir les fiches, c'est ça, qui sont là, les fiches recettes qui sont dans une enveloppe. C'est marrant, vous avez tout. Carottes, les oignons, le petit yaourt à la grecque pour faire la sauce, c'est vraiment... C'est ça en fait qu'il me fallait. Il me fallait des recettes. Je pourrais même à contribution les filles qui me demandent à cuisiner en ce moment. Donc... on va pas les décourager. Et voilà les petites fiches recettes. Avec des petits trucs en plus. Je pense que je vais me faire
un petit classeur. Qu'est-ce que j'ai pris du coup? J'ai pris un boule de bœuf à la japonaise. Ça, je sais que les filles vont adorer. J'ai pris une salade ultra express de poulet laqué. Ce sont des recettes dites supersoniques. Apparemment, c'est un nouveau concept chez HelloFresh. En fait, ce sont des recettes qui sont rapides à cuisiner, entre 15 et 20 minutes grand maximum. Et ça, c'est super pour le soir. Ça a l'air pas mal. Et j'ai pris des mantis turcs revisités, qui sont des pâtes au bœuf, avec un duo de sauce et de la menthe. Donc, qui est aussi, pareil, entre 20 et 35 minutes facile à cuisiner. Je me dis pour que le mercredi aussi, avec les filles, parfois... C'est vrai que je vous cache pas qu'on avait tendance à faire parfois des petits trucs rapides le mercredi ou aller au McDo, ce genre de choses, et ben ça compensera. Franchement, ça a l'air pas mal. Donc ça va être des petites fiches que je vais mettre, je pense, dans un petit classeur. Et puis on verra. Le but est d'essayer aussi, je vous cache pas, de convaincre Olivier du concept. Parce que c'est vrai que moi, entre mon boulot et les soirs où je vais à l'aquabike, notamment le mardi soir et le jeudi soir, forcément, c'est Olivier qui est en charge des repas. Donc je me dis que si ça peut lui permettre d'éviter à penser à ça, lui aussi, étant à la charge de faire la cuisine et tout, bon bah parfois c'est pas simple. Et là je pense que ça lui permettra aussi de changer un petit peu, peut-être même de mettre les filles à contribution avec lui, ça peut être marrant. Donc voilà, donc je vais ranger les petites affaires. Je sais pas si je vous reviendrai dans le cadre d'une vidéo, peut-être plus dans une autre playlist quand je vous parle de recettes ou que je suis avec les enfants, tout ça, comme je peux faire parfois sur YouTube. Je vais pas y revenir là, dans le cadre du bilan. Je vais sans doute y revenir et vous donner mon point de vue, puisque j'aurai déjà sans doute cuisiné quelques recettes avant l'enregistrement de ce bilan. Donc je pense que je vais vous donner un rapide ressenti là tout de suite après. Mais écoutez, j'ai très hâte de tester et de vous dire ce qu'il en est. Du coup, depuis, ça fait 1 mois qu'on teste et pour l'instant, je n'ai pas fait de pause. Toutes les semaines, je reçois ma box. Alors, je ne me suis pas trop refilmée depuis, mais ce que je peux vous en dire là vite fait, moi, ça m'a permis de manger autrement. Ça m'a permis de me remettre à la cuisine parce que finalement, quand c'est les plats HelloFresh de la semaine qui sont à faire, c'est moi et les enfants qui se mettent à la cuisine. Ça faisait un petit moment que j'avais lâché un peu ça, la cuisine, que c'était un peu plus le domaine de mon mari. Je suis contente parce que je fais découvrir les choses aux enfants. Jules, qui a 5 ans, a un petit peu plus de mal parce que HelloFresh, il travaille beaucoup quand même avec des épices. Il y a beaucoup quand même de condiments, de choses comme ça pour apporter du goût. C'est vrai que mon mari faisant des choses un peu plus basique et simple. Jules n'y adhère pas tout le temps, mais les filles sont conquises. Mon mari aussi est plutôt content. Il me dit ça change un peu. Ça fait du bien déjà de se remettre à la cuisine, tout simplement, de passer du temps avec les enfants et du coup de manger un petit peu autre chose. Et ça permet de se nourrir aussi des odeurs et des saveurs qui sont différentes. Et là par contre ça joue aussi sur la satiété. Je mange des quantités beaucoup plus petites quand je me mets à la cuisine, mais ça c'est complètement normal parce que quand on se met à la cuisine, on découpe déjà les aliments, on est déjà en train de les cuisiner tout ça et déjà notre cerveau est en train de s'habituer au goût et aux saveurs. Et donc quand on se met à table, il y a déjà, on va dire, une partie de la satiété qui s'est mise en place. Finalement, on est plus vite rassasié parce que on s'est nourri des odeurs et de tout l'avant de la préparation qui fait qu'on mange un petit peu moins et on est plus vite rassasié. Est-ce que ça a diminué mes grignotages? Oui. Oui. Le fait de savoir que le soir, je vais manger des trucs qui me font plaisir aussi et qu'on ne va pas toujours manger les mêmes choses fait que j'ai moins envie de grignoter. C'est vrai que quand parfois Olivier cuisinait et que je savais, allez, on va encore manger des pâtes et tout, quand on est bypassé, vous savez que les pâtes, par exemple, c'est quelque chose qui passe pas très bien. Bon, j'avais tendance à grignoter un peu avant en rentrant du travail parce que je savais pertinemment qu'après, ça allait être des trucs dont j'avais pas envie, tout simplement. J'avais pas de plaisir à manger. Je pense que ça aussi, ça m'aidait pas. Et c'est ce qui faisait que je grignotais sur des trucs qui m'apportaient un petit peu plus de plaisir de manière instantanée parce que je savais que j'allais pas forcément avoir du plaisir au repas qu'allait suivre. Donc effectivement, le fait d'avoir mis ça en place et de peut-être avoir cette charge, enfin pas cette charge mentale-là, c'était, comme je vous dis, c'était mon mari qui l'avait, mais du coup, lui l'ayant moi aussi, puisque du coup on a déjà des repas dans la semaine, on sait ce qu'on va manger, on se pose moins la question, donc on est aussi peut-être du coup plus serein, ce qui fait que moins de stress. Donc qui dit moins de stress, je grignote moins aussi. Je pense que ça joue d'avoir mis aussi HelloFresh en place. Alors est-ce que je le ferai toutes les semaines ou pas? Je sais pas, c'est quand même un budget.
Ça coûte plus cher que, c'est sûr, il y a aussi ça, hein. C'est ce pourquoi aussi mon mari faisait un peu les courses aussi, c'est que tout était très budgété. Nous, on faisait d'ailleurs un drive pour surtout pas se laisser influencer en allant, vous savez, quand on fait les courses dans un supermarché, on a tendance à acheter des trucs auxquels on n'avait pas forcément pensé, ou bah tiens, ça me fait plaisir, j'ai envie de le prendre. On ne l'aurait pas forcément acheté si on était passé par le drive où finalement on s'en limite à sa liste de courses. C'est un des effets quand on fait les courses directement au supermarché, mais un des effets néfastes aussi de la liste de courses et du drive, c'est qu'on a tendance à toujours prendre les mêmes choses aussi et à pas faire de découvertes. L'avantage de HelloFresh, c'est que finalement, on découvre des choses tout en mangeant quand même des choses qui sont plutôt saines et équilibrées en fonction des recettes que vous choisissez. Pour l'instant, c'est une combinaison qui me convient à moi et qui convient à la famille, donc je pense que pour l'instant on continue. Et même en termes de quantité, pour tous ceux qui me poseraient peut-être la question, peut-être que j'y répondrai plus sous forme de questions sur Instagram si vous avez des questions à me poser par rapport à HelloFresh, parce que je ne vais pas non plus m'éterniser sur le sujet. Pour information, je prends des repas pour 4. Je prends 3 repas par semaine pour 4 personnes. Et avec Jules, qui est encore petit, et moi qui finalement ai aussi un petit appétit, ça suffit amplement. Il nous est arrivé, avec des plats pour 4 personnes, d'avoir des restes, alors qu'on est 5. Donc je trouve qu'en termes de quantité, pour 4 personnes, HelloFresh, c'est amplement suffisant. Même je vous dirais si on était 5 et que Jules était un peu plus grand. Moi, avec mon petit appétit, ça nous suffirait amplement. Voilà pour la partie des changements que j'ai pu mettre en place au niveau alimentation. Une diminution nette des grignotages parce que là, clairement, je vois bien que je ne peux plus me permettre. Un contexte de vie qui s'est quand même un petit peu apaisé, même si tout n'est pas parfait. La mise en place de HelloFresh. Un suivi un petit peu plus sérieux avec une prise médicamenteuse et vitaminique aussi un petit peu plus disciplinée. Voilà ce que j'ai changé, on va dire, d'un point de vue alimentaire. Au niveau quantité, par contre, ça n'a pas changé depuis l'année dernière. Par rapport au transit, pareil, je ne vais pas rester longtemps sur le sujet. Franchement, par rapport à l'année dernière où je vous disais que ça s'était calmé, bah, c'est toujours le cas. J'ai beaucoup moins de diarrhée que les premiers mois post-bypass. Donc ça se calme, soyez rassurés. Les seuls troubles digestifs que je pourrais continuer à avoir ne sont, je pense, pas forcément en lien avec le mécanisme du bypass. En tout cas, pas dans la grande majorité des cas, c'est souvent en lien par rapport à la prise de ma supplémentation en fer. Là, depuis que j'ai réaugmenté ma supplémentation en fer, les troubles du transit sont revenus du type, je ne vais pas dire du type diarrhée, j'ai des selles, désolée, je rentre dans les détails, qui sont normales, mais qui sont forcément de couleur noire à cause de la supplémentation en fer, c'est normal, et qui sont peut-être aussi plus fréquentes avec des crampes intestinales liées. J'ai mal au ventre et tant que je ne vais pas à la selle, je peux avoir des crampes qui font terriblement mal ou je suis ballonnée. Mais ça, encore une fois, c'est pas en lien direct avec le bypass. C'est un lien indirect du bypass parce que le bypass induit une carence en fer qui fait qu'on est obligé de prendre une supplémentation qui induit ces maux-là et ce transit qui est un petit peu perturbé. Donc tant que je devrais prendre en assez grande quantité une supplémentation en fer et que mon corps n'y sera pas habitué, j'aurai ces troubles du transit. Mais sinon, si j'enlève vraiment la supplémentation en fer, je vais retrouver un transit qui est complètement normal par rapport au bypass. Je vais même à 2 ans et demi post-op moins souvent à la selle que ça ne pouvait l'être même encore à 1 an post-bypass. Ce qui explique aussi peut-être d'ailleurs la reprise de poids. En fait, vous mettez tout ce que je vous dis depuis le début de la vidéo, je me rends compte moi-même finalement en vous l'exprimant que en fait, cette reprise de poids à 2 ans et demi post-bypass, c'est presque normal, je vous dirais. C'est ce que me disait le médecin nutritionniste, mais oui, à part vous dire le stress du contexte de vie qui a forcément accentué et peut-être fait monter les kilos un peu plus rapidement, il y a peut-être 1 ou 2 kilos qui seraient dus à ça, mais le reste de la prise de poids, je dirais les 3-4 autres kilos sont peut-être tout simplement normaux. Ça fait peut-être partie finalement du rebond pondéral qui arrive très vite après une chirurgie de seconde intention. Au niveau de la fatigue, je vous l'expliquais déjà un peu en début de vidéo, elle est toujours là. Hein. La fatigue dont je vous parle avec le bypass, elle est toujours là. Et là, c'est ce que je vais essayer de voir du coup avec mon médecin généraliste la semaine prochaine. Je pense qu'elle est vraiment en lien avec ma carence en fer. Parce qu'il me semble quand même à réussir à l'apprivoiser, cette fatigue. La preuve en est, c'est que j'ai augmenté mon sport. L'année dernière, je vous disais que je faisais toujours 2 séances d'aquabike par semaine. Cette année, pour ceux qui me suivent, depuis le mois de septembre, ça fait plus de 6 mois, j'ai mis une activité dans la semaine en plus de ces 2 séances d'aquabike qui est la course à pied. Je me suis mise à courir les week-ends, en plus de mes séances d'aquabike 2 fois par semaine. Ça me fait un bien fou.
Ça me fait un bien de dingue. Je crois que je vous le disais hein, dans un des conseils de l'année dernière sur le bypass, c'est prenez du temps pour vous, prenez des temps où vous êtes seul, c'est du temps pour vous, c'est pas un temps de famille, c'est pas un temps où vous êtes au boulot, c'est pas... vous prenez du temps pour vous. Il faut pas non plus se complaindre hein, dans cette fatigue. Parfois la fatigue c'est pas forcément s'allonger et vous allez mieux après. C'est pas vrai. Parfois il faut se forcer un petit peu à bouger votre corps pour aller au-dessus et après vous vous sentez mieux. Cette sensation-là, je la ressentais déjà après mes séances d'aquabike. Je vous l'ai toujours dit, souvent je fais mon aquabike généralement à la fin de journée, après une journée de boulot où je suis, mais alors, rincée. Et quand je ressors de ma séance d'aquabike, je ressens un regain d'énergie comme si la journée n'était même pas dans mes pattes. Je vous l'ai toujours dit, ce regain d'énergie après une séance de sport m'a toujours fait beaucoup de bien et donc j'ai mis en place à partir du mois de septembre la course à pied. Je cours le matin, par contre ça je le fais pas le soir, généralement je cours le matin et les journées où je cours, je suis beaucoup plus efficace et performante que quand je cours pas. Comme quoi c'est vachement important. Donc comme je vous dis, cette fatigue-là due au bypass, elle s'apprivoise. Elle ne vous empêche pas de faire des activités physiques, elle ne vous empêche pas de faire vos tâches au quotidien si vous arrivez à la comprendre et à la gérer. Essayez de vous mettre le petit coup de pied aux fesses, c'est pas facile. Et pour ça, il vous faut aussi faire des choses qui vous plaisent, passer du temps pour vous. Parce que malgré tout, faire des choses pour vous, ça vous repose aussi. Et ça vous permet de trouver le courage et la motivation, même si physiquement ça vous paraît compliqué, de quand même faire une activité physique et d'en ressentir du coup les bénéfices avec ce regain d'énergie juste après. Ça, c'est aussi un des changements par rapport à l'année dernière, de l'activité physique en plus, pour pouvoir déjà moi me faire du bien, ça me vide la tête, pour pouvoir aussi me tonifier un petit peu, même si la course à pied n'est pas forcément le meilleur sport pour tonifier, mais en tout cas me faire du bien et essayer de maintenir une certaine condition physique aussi, de changer un petit peu d'activité, de renouveler un petit peu les sports parce qu'au bout d'un moment l'aquabiking ça peut peut-être aussi un peu lasser, donc c'est une manière aussi de faire un petit peu autre chose, peut-être un petit challenge de voir si j'en suis capable ou pas et jusqu'où je peux aller dans cette activité sportive là, sans forcément parler de marathon, mais voilà, c'est toujours intéressant de voir quelles sont finalement nos capacités physiques et on peut être surpris, je me surprends moi-même. Donc oui, j'ai mis en place cette activité physique-là, j'en suis extrêmement contente. La course à pied a été un des échappatoires qui m'a permis de relativiser finalement au moment où ça allait pas très bien. Je vous en ai parlé, je crois, dans le cadre de mon podcast, je vous parlais de mon retour des TCA, tout ça. Et en fait, la course à pied, elle a été mise en place suite aux vacances que j'ai eues en Corse l'année dernière, où on a fait pas mal de randonnées, tout ça. Et le fait d'être dehors, de sortir, de prendre l'air, ça m'avait fait relativiser sur pas mal de choses. Ça m'a permis de prendre beaucoup de recul. Et je m'étais dit que pour que les bénéfices de ces randonnées puissent continuer quand je rentrerai et quand ce sera l'hiver et qu'il fera moins beau, il faut que je trouve le moyen de faire une activité en extérieur. C'est pour ça que je me suis mis à courir. Et c'est vrai que souvent, quand je suis un petit peu ronchon, quand il y a des journées un petit peu stressantes, le fait de courir me permet de relativiser beaucoup plus sur les choses et du coup d'avoir un impact sur le stress et donc sur mes grignotages qui fait que j'en ai beaucoup moins parce que j'ai réussi à décharger tout le stress et à relativiser. Si parfois je peux pas la faire, c'est pas grave, comme toutes les autres choses que j'ai envie de faire et qui me font plaisir, même le partage sur les réseaux, tout ça, vous voyez, je crois que je vous parlais de l'année dernière que je vous ferai une vidéo sleeve et bypass, la différence, j'ai pas eu le temps de la faire parce que je me suis plutôt focalisée sur le podcast, mais c'est pas grave, vous voyez, je vais pas en faire tout un plat parce que j'ai pas fait cette vidéo-là ou que je n'ai pas fait autant de vidéos que je l'aurais voulu sur YouTube. Je vous parlais d'un retour sur YouTube. Finalement, j'ai mis un an à revenir, donc en tout cas sous ce format-là. Donc bon, je ne culpabilise pas. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, que ce soit les moyens physiques, les conditions physiques ou même le temps qu'on peut avoir qui est imparti pour ce genre de choses. C'est pareil, je privilégie beaucoup plus ces temps-là pour moi où je ne fais pas forcément des choses pour les réseaux, pour le podcast, pour le boulot ou pour ma vie de famille. Ces temps-là vraiment que pour moi, ce sont vraiment des temps pour moi. Ça m'a permis de relativiser et de prendre du recul sur beaucoup de choses. Ça a permis notamment de calmer ce stress et donc ces grignotages. Donc je vous invite vraiment à prendre du temps vraiment pour vous. Même quand vous avez l'impression de prendre du temps pour vous et de faire des choses qui vous plaisent. Moi, je pensais que finalement, ce temps-là, je le prenais en étant présente sur les réseaux. Mais non, être sur les réseaux, faire ce type de vidéos, faire des publications, répondre à vos messages, c'est aussi du travail. Sans avoir l'air, c'est aussi du stress, c'est aussi une pression, malgré tout. Même si vous ne la mettez pas, c'est nous-mêmes qui nous la mettons, c'est aussi une pression.
Et donc, c'est pas des moments pour soi, pas complètement, même si on aime ça. Donc voilà, j'ai mis aussi en place des moments pour moi qui sont la course à pied, mon aquabike que je continue. Je sors aussi plus, j'ai plus d'interactions avec des amis. J'essaye de vivre plus de choses à côté du boulot, à côté de la vie famille, à côté des réseaux, et des choses finalement plus dans la réalité. Et ça, c'est extrêmement important. On peut très vite se laisser engouffrer dans les réseaux qui prennent énormément de temps et on peut se couper d'une vie sociale, là pour le coup, une vie sociale réelle à cause de ça. Et c'est le piège dans lequel j'étais aussi un peu tombée. Il faut pas. Ça, c'est aussi par rapport à l'année dernière, d'un point de vue, on va dire, psychologique, quelque chose qui va beaucoup mieux. J'ai beaucoup travaillé dessus aussi. Alors, je ne veux pas dire que tout n'est parfait, je ne veux pas dire que tout va bien, mais malgré la situation qui, vous voyez, n'est pas parfaite, hein, loin de là, je suis quand même beaucoup plus sereine. Le fait aussi de porter beaucoup moins d'importance à l'image aussi que je peux renvoyer. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'ai pas honte à me filmer quand je cours et où j'ai pas le meilleur profil. Généralement, j'ai un bandeau, on voit pas mes cheveux, je suis toute rouge, j'ai une tête, voilà, je suis en gros plan, je suis essoufflée. Je vous avoue que j'ai un rapport avec mon image qui a beaucoup changé, ce qui fait qu'aussi que ma prise de poids, même si ça m'embête, ça me gêne pas plus que ça, parce que finalement, mon épanouissement ne passe plus par mon image esthétique. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, et c'est génial de pouvoir dire ça, hein. Ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Je porte plus d'importance à ma qualité des interactions sociales que j'ai, de ce que j'ai accompli dans la journée, avec qui j'ai parlé, ce que j'ai appris, ce que j'ai pu voir, le temps de qualité de passer avec mes enfants. J'ai plus de plaisir à passer des bons moments avec les gens que de me focaliser sur l'image que je renvoie. Alors bon, vous me direz, Céline, t'es pas en surpoids, nous on aimerait être comme toi. Ok, d'accord, je l'entends aussi. Je serais dans une obésité sévère, j'aurais sans doute pas les mêmes mots. On est complètement d'accord. Quoique, je vous dis, à 40 ans, le physique a moins d'importance. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas du tout, hein. C'est pas ça. Je me trouve jolie, enfin, voilà, vous êtes nombreux à me dire, ah, tes cheveux, qu'est-ce qu'ils ont poussé, tout ça. D'ailleurs, oui, petite parenthèse, je ne prends aucun complément pour mes cheveux, parce que c'est le genre de truc, oh là là, qu'est-ce que tes cheveux ont grandi, tout ça. Je ne prends aucun complément pour mes cheveux, c'est juste que ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas été coupés, et que malgré ça, ils continuent de pousser. Non, je ne prends pas de compléments alimentaires pour les cheveux, mais juste pour vous dire que oui, forcément, c'est bien de se sentir jolie et bien dans son corps, mais ça ne fait pas la priorité de mon épanouissement. Et en tout cas, beaucoup moins que ça pouvait l'être il y a quelques années. Cette reprise de poids me gêne juste en me disant j'espère que ça va pas remonter trop. C'est la chose qui me fait peur. Non pas pour une question d'esthétique, mais parce que par l'exemple, là je vous parlais du sport et de la course, je me rends bien compte à la course à pied, je le sens. J'ai commencé la course à pied en septembre, en septembre, je devais faire 2 ou 3 kilos de moins que ce que je fais là. Ben même 2-3 kilos, ça se sent hein, dans les jambes. Hein. Je le sens aussi dans mes vêtements, je le sens à l'aquabiking. L'aquabiking, par rapport à quand je faisais 55 kilos, je sens bien que c'est pas pareil. Les sensations ne sont pas les mêmes. J'ai un peu plus de difficultés et on ne parle que de 5 kilos. Hein. C'est juste ça qui m'embêterait dans la reprise de poids. De sentir que ça impacte sur ma condition physique. Parce que ça impacte, vraiment. Et on le ressent très vite. Hein. Je me sens quand même plus à l'aise dans mes mouvements, dans mes gestes, dans mes activités sportives quand je suis à ce poids-là que quand je suis en surpoids ou en obésité, hein, clairement. Juste pour ça, j'ai pas envie que le poids remonte trop en fait. Il est juste là le truc. Voilà pour ce bilan. Je crois que je vous ai tout dit et encore je voulais vous faire une vidéo rapide mais comme d'habitude, je me fais plus d'illusions, j'y arrive pas quoi. Après les bilans, je reviens sur beaucoup de choses. Je suis pas sur un thème en particulier donc automatiquement voilà. Mais ça m'embête parce que là, je veux voir l'heure tourner. Alors, je ne regarde pas parce que je vous ai... Ah oui, petit changement aussi, je vous ai filmé avec mon iPhone. Vous me direz si vous voyez un changement. Je vous ai filmé avec mon iPhone pour que vous ayez une qualité audio, par le petit micro qui se trouve là, un petit peu plus agréable et qui ne peut pas se brancher sur mon appareil photo. Donc, vous me direz. Et du coup, mon retour écran est sur mon ordinateur, ce qui fait que là, je vois que ça fait 1 heure, plus d'1h30 que je vous parle. Je pense que je vais essayer de cutter pas mal cette vidéo, mais je pense qu'elle va bien faire plus d'1 heure. Pas comme d'habitude pour les bilans, hein, je vous dirai. Hein. Cette fois-ci, je ne vous ai pas fait de foire à questions avant de faire cette vidéo parce que je ne voulais pas que ça dure encore plus que ces vidéos sont déjà longues hein, pour les bilans. Mais voilà, moi j'ai abordé les thèmes que j'aborde régulièrement dans ces bilans. Je vous fais toujours un petit peu un point sur les mêmes choses. Donc si vous avez des questions, comme je vous dis, mettez-les en commentaire et j'y répondrai dans une autre vidéo. Si je n'y ai pas déjà répondu ici. En parlant de vidéos, y a-t-il d'autres vidéos YouTube à venir? J'aimerais.
Franchement, j'aimerais, mais je ne peux pas trop m'avancer. Je vous avoue que je me focus beaucoup sur le podcast. C'est vraiment quelque chose, j'adore. Je me rends compte qu'avec les années qui passent, j'éprouve moins de plaisir à parler de moi et je préfère faire parler les autres. Donc je sais pas, peut-être parce que j'ai fait aussi le tour de mon histoire, vous la connaissez, enfin pour les nouveaux abonnés, regardez toutes mes premières vidéos. Ça fait tellement longtemps que je parle en fait de mon évolution que maintenant j'aime beaucoup faire parler les autres. Donc c'est vrai que je vous cache pas que je privilégie très clairement le podcast. Je mets pas mal de mon énergie dedans. Je suis aussi pas mal sollicitée, donc je peux pas non plus être partout. Je peux pas et vous faire des vidéos YouTube et continuer le podcast avec les enregistrements, le montage aussi. Le podcast c'est énormément de travail, peut-être même plus qu'une vidéo YouTube. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Donc pour l'instant, je privilégie beaucoup le podcast parce que j'ai aussi des opportunités. Je prends les opportunités comme elles m'arrivent aussi. Ce qui explique aussi pourquoi je ne peux pas m'avancer sur des vidéos YouTube, en tout cas là tout de suite dans l'immédiat. Voilà, du coup on en arrive à la fin de cette vidéo. Il me reste juste à vous remercier, tous les abonnés pour votre fidélité, vous qui êtes là depuis le début et qui avez suivi les premières vidéos depuis 2017 et qui voyez toute l'évolution. Merci aussi à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés récemment sur ma chaîne et qui continuent d'arriver régulièrement. Je fais partie de ces chaînes qui continuent malgré tout doucement mais sûrement de monter. Donc vraiment merci à vous. Je sais que le podcast aussi n'y est pas pour rien et je vous remercie pour vos abonnements. J'espère pouvoir vous, comme d'habitude, vous revenir régulièrement ici. J'ai toujours beaucoup de plaisir à papoter avec vous, à lire vos commentaires, tout ça. Et sachez que dès que j'en ai la possibilité et l'envie, je vous poste des vidéos, tout ça. Donc non, on n'en a pas fini. Par contre, quand, comment et sur quel format, je sais pas. Donc merci à vous d'être là. Merci à vous de me suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, likez-la, partagez-la, commentez-la. Et puis quant à moi, j'espère vous dire à très très bientôt dans une prochaine vidéo ou ailleurs. Je vous embrasse. Ciao!